Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Focus aujourd'hui sur la guerre russo-ukrainienne qui dure depuis bientôt 3 ans. Volodymyr Zelensky a proposé d'échanger des territoires avec les Russes sans spécifier de quel territoire il s'agit. Une proposition qui peut sembler être un premier pas vers les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Une proposition tout de suite rejetée par Moscou. En parallèle, le président américain sur son réseau Truth Social a affirmé que la Russie et les États-Unis vont commencer à négocier en vue de mettre fin au conflit en Ukraine. Les Européens, de leur côté, refusent une paix qui soit imposée à l'Ukraine et se posent des questions sur le maintien du soutien militaire américain en Ukraine. Pour Zelensky, l'Europe seule ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Guerre russo-ukrainienne, dernier développement, quelle perspective pour un plan de paix? On en parle ce soir avec M. Nabil Adel. Vous êtes professeur en économie et géopolitique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Madame Khanouchi pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, Zelensky a proposé d'échanger des territoires, comme je le disais en préambule, avec les Russes, sans spécifier de quel territoire il s'agit. Une proposition immédiatement rejetée par Moscou. Qu'est-ce qui a motivé cette proposition ukrainienne maintenant? En fait, je pense que le choix des termes est important à ce niveau-là. Là, il n'y a pas de négociation de paix, ce sont des négociations de reddition de l'Ukraine. Les États-Unis retirent leur soutien, ils leur donnent un peu de temps pour s'adapter à la nouvelle situation. L'Europe n'est pas capable d'assurer seule la protection, ou du moins il lui faut beaucoup de temps pour compter sur sa défense. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande à Zelensky, c'est de se rendre à Moscou. Et en contrepartie, Donald Trump essaie de faire un deal un peu plus global où il va essayer de neutraliser la Russie pour intervenir au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de s'accélérer, mais au-delà de l'aspect purement conjoncturel, c'est tout un nouveau système qui apparaît. Aujourd'hui, nous avons de grands pôles qui sont en train de se partager le monde au gré de leurs intérêts et d'une manière très ouverte. Un langage auquel les politiciens et les diplomates ne sont pas habitués, mais aujourd'hui, on en parle d'une manière très décomplexée. Aujourd'hui, tout ce qu'on propose à l'Ukraine, c'est de se rendre et on va négocier un partage entre les États-Unis et la Russie. On voit donc un Volodymyr Zelensky qui multiplie les signes. On voit une réelle volonté, en tout cas, de négocier. Est-ce que l'Ukraine, aujourd'hui, finalement, est sous haute tension, d'une certaine manière? Ça sera peut-être une paix qui lui sera imposée? Ça sera une paix qui lui sera imposée, et non seulement ça, mais aujourd'hui, les malheurs de M. Zelensky ne sont pas prêts de s'arrêter, puisque maintenant, on lui demande même de rendre une partie de ses ressources naturelles aux États-Unis en contrepartie d'une poursuite de soutien américain. Donc, vous voyez à quel point nous sommes arrivés dans le chantage. Une aide donc militaire américaine qui est monnayée d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Et sans complexe. Aujourd'hui, on dit ça sans complexe, comme je vous ai dit. On n'est pas habitué à ce langage dans les relations internationales, même si on le pratiquait. Mais on ne le disait pas. Aujourd'hui, on le dit et on l'assume. C'est un sentiment d'hyperpuissance qui fait qu'on se sent tellement fort qu'on n'a pas besoin de justifier nos actions, ni de les camoufler. Et donc, aujourd'hui, Zelensky va faire doublement le frais. C'est-à-dire, soit il cède une partie de son territoire, il va la céder. S'il veut continuer à résister, il devra rendre des ressources naturelles. Donc, il est pris au piège. Donc, il y a encore possibilité pour l'Ukraine de résister avec le soutien militaire américain sous condition, pour le moment. Oui, mais c'est inutile. C'est que c'est un soutien qui va, avec un chantage qui va aller crescendo. Donc, viendra un moment où ça va s'arrêter. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution qu'on est en train de proposer à M. Zelensky, c'est de se rendre tout simplement. D'ailleurs, le nouveau secrétaire américain à la Défense a clairement dit il n'a pas dit comme ça, mais il a signifié qu'on a fait 3 ans de guerre pour rien. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas réaliste, ni envisageable, ni une bonne chose, que revenir aux frontières de 2014 n'était pas non plus une solution réaliste. Donc finalement, Zelensky a fait 3 ans de guerre, il a massacré une bonne partie de son peuple, pour à la fin ne pas intégrer l'OTAN et
perdre une partie de son territoire. C'est la guerre peut-être la plus stupide de l'histoire. Un échec donc pour l'Ukraine aujourd'hui au vu de la situation telle qu'on l'observe sur la scène internationale. Donald Trump qui redit à nouveau qu'il faudrait mettre en place des élections anticipées. Rappelons que Vladimir Poutine aujourd'hui considère le président actuel, donc Zelensky, comme étant illégitime. Et on a cette donc, proposition de Donald Trump d'aller vers des élections anticipées, donc qui confirme plus ou moins peut-être les propos de Poutine? En fait, factuellement, Zelensky n'est pas légitime parce que c'est bon, son mandat s'est arrêté presque un an. Donc, factuellement, il n'y a pas d'élection, c'est pas un interlocuteur qui est légitime. On est presque en présence d'un coup d'État. Maintenant, il peut dire que ce sont des conditions de guerre, qu'on ne peut pas organiser des élections dans des conditions de guerre, mais il n'en demeure pas moins que d'un point de vue purement légal, il n'a pas le statut de chef d'État élu. Et donc, c'est une porte de sortie pour Donald Trump d'organiser des élections et puis de le pousser vers la sortie, de ramener quelqu'un qui va signer, là on va lui indiquer de signer. Des élections anticipées maintenant, qu'est-ce que ça pourrait changer pour l'Ukraine? Comme je vous dis, ça ne changera rien du tout puisque le sort de l'Ukraine ne se jouera pas en Ukraine. D'ailleurs, je pense que selon le Wall Street Journal, il y aurait une médiation chinoise pour organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et tenez-vous bien, l'Ukraine n'est pas invitée. Donald Trump et Vladimir Poutine qui se sont mutuellement invités dans les 2 derniers jours. Vous le disiez tout à l'heure, une adhésion de l'OTAN qui serait irréaliste. Ce sont les propos de Donald Trump. Une position ferme actuellement, en tout cas, est clairement énoncée du président américain. Quelle est la réaction de l'Europe face à cette situation Ben écoutez, ça rappelle un sombre chapitre de l'histoire. Ça rappelle les accords de Munich, où voilà, on a remis la Yougoslavie à Hitler pour ne pas avoir la guerre. Finalement, on a eu la guerre, on n'a pas eu la Yougoslavie a été perdue. Donc, ça nous a coûté 6 ans de guerre. Donc les Européens gardent un très mauvais souvenir. Et aujourd'hui, ils sentent que l'accord entre Trump et Poutine les met à nu. Parce qu'aujourd'hui, le parapluie américain qui les protégeait militairement est en train de sauter, puisque tout ce que Biden a fait, Donald Trump est en train de le défaire, y compris la protection de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette configuration où l'Europe se retrouve un nain militaire sur la scène mondiale qui n'est même pas capable d'assurer sa défense. Et donc je pense que Donald Trump va les pousser, il leur demande de passer de 2% du budget du PIB en budget militaire à 5%, ce qui est irréaliste. Et déjà à 2%, ils ont beaucoup de mal. Donc à 5%, c'est vraiment irréaliste. Mais bon, c'est pour lui un moyen de se retirer de ce bourbier militaire en Europe et de se concentrer sur l'Amérique. Maintenant, c'est un mouvement qui peut être bénéfique à court terme pour les États-Unis, mais à long terme, il est dévastateur. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont organisé l'OTAN de telle manière à ce que l'Europe soit toujours dépendante du parapluie américain. Maintenant, une fois qu'ils enlèvent ce parapluie, donc ils vont enlever une carte maîtresse dans le dispositif qui leur a permis de contrôler le jeu géopolitique au niveau mondial. Bon, les Européens mettront du temps, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps, pour avoir leurs propres défense, mais ils finiront par l'avoir parce qu'ils ont la technologie pour, ils ont l'argent pour. Mais les États-Unis vont se priver d'un atout considérable de domination, à moins que Donald Trump ne fasse ça juste pour les pousser à augmenter leur contribution militaire, mais au fond de lui, il compte maintenir la protection militaire. Quel avenir pour l'OTAN au vu de la situation actuelle telle qu'on l'observe? Très sombre et très incertain. Aujourd'hui, vous savez que l'OTAN a été bâtie sur ce sentiment de confiance entre les Européens et les Américains. En pleine guerre froide et en pleine menace nucléaire russe, les Américains ont toujours gardé ce parapluie militaire. Aujourd'hui, c'est en train de voler en éclats. Maintenant, nous avons deux scénarios. Soit qu'il va vraiment voler en éclats pendant ces 4 années, auquel cas il sera irrécupérable, soit que les gens vont gérer
ces 4 années avec Donald Trump, espérant que le successeur sera un homme politique et pas un homme d'affaires, et qui comprendra l'intérêt géostratégique profond de l'OTAN pour les États-Unis. Mais pour le moment, c'est vraiment incertain. Quelle réponse attendue de l'Europe? L'Europe, je pense qu'ils n'ont pas de réponse pour le moment. Les armées européennes ne sont pas capables de renverser une guerre face à Poutine. Je rappelle qu'à un certain moment, quand il y a une tension sur le dossier ukrainien entre la France et les États-Unis, Marco Rubio, qui est maintenant secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'époque, il était encore sénateur, et il avait écrit un tweet qui était incendiaire. Il a dit aux Français, sans nous, vous n'étiez même pas capable d'aller au Mali, et on a dû vous rapatrier du Mali. Donc, c'est pour dire à quel point il est en train de pointer la faiblesse de la première puissance militaire européenne. Donc, que dire des autres pays? Donc, aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, n'a pas préparé de réaction. Et aujourd'hui, une Europe à 27, ça va être encore plus difficile parce que les intérêts sont divergents. Certains voient leurs intérêts du côté de la Russie, d'autres du côté des États-Unis, d'autres du côté de l'Europe. Donc, les mettre d'accord à 27, déjà qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des éléments, sur des politiques élémentaires, maintenant, la politique de défense, ça va être un peu plus compliqué. Ils ont toujours compté sur la technologie américaine, sur le parapluie militaire américain. Même si aujourd'hui ils se mettent tous d'accord, ce qui est une hypothèse très faible, il leur faudra au moins 10 ans, 15 ans pour avoir une véritable défense européenne. Entre-temps, les choses auraient complètement changé sur la scène internationale. Donc en tout cas, on est en train d'aller vers une accélération des choses, vers peut-être la fin d'un conflit, une fin qui serait peut-être imposée pour l'Ukraine et une victoire, on va dire aujourd'hui, de Vladimir Poutine qui va pouvoir avoir une paix qui répond à ses intérêts et aux conditions qu'il aura imposées. Alors, non seulement ça, vous avez parfaitement raison de le résumer comme ça, mais aujourd'hui, nous rentrons dans une phase où les puissants peuvent prendre ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Donald Trump, en donnant à Vladimir Poutine la légitimité sur 4 territoires reconnus faisant partie de l'Ukraine jusqu'à il y a 3 ans, il est en train de se préparer pour lui-même le terrain. Demain, s'il veut mettre la main sur un autre pays ou sur un autre territoire, d'avoir déjà un antécédent. Donc, il en a parlé pour le Groenland, pour le Panama, des menaces claires au Canada. Aujourd'hui, on parle de Gaza. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase où soit les pays ont l'arme de dissuasion et on va les laisser tranquilles. Vous avez vu le ton avec lequel il s'est adressé à Donald Trump. C'est un ton très, très amical, presque doux. Versus les pays qui n'ont pas de dissuasion. Et vous avez vu comment il a parlé comment il s'adresse aux Arabes et comment il s'adresse aux Palestiniens et aux Jordaniens. Donc là, voilà, on rentre dans un monde de force brute. Et aujourd'hui, les grandes puissances voudront quand même avoir des velléités territoriales, une chose qu'on pensait avoir oubliée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à part quelques épisodes par-ci par-là, et que le droit international était censé avoir réglé. Aujourd'hui, tout ça est en train de voler en éclats. Et ce qui va arriver va aller dans l'un de ces 2 chemins. Espérons que Donald Trump soit en train juste de bluffer pour faire des deals et avoir de bonnes conditions de négociation. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que des heures sombres nous attendent. Merci à vous, Monsieur Nabil Adel, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes professeur en économie et géopolitique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.